Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Nous sommes le 14 mai 2024 et nous allons voir un sujet aujourd'hui. Nous nous sommes proposés de voir un sujet qui nous touche encore tous, comme toujours. Rien de l'humain ne nous est étranger. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est aussi en relation avec chacun d'entre nous. Donc c'est ce qui est très intéressant. Donc cet espace, comme vous le savez, cet espace, c'est un espace où vous avez la possibilité d'intervenir, de participer. Quand on dit psychanalyse pour tous, ce n'est pas simplement parce que c'est une psychanalyse qui se rapproche réellement de chacun d'entre nous, sinon que en plus c'est un espace de participation, c'est-à-dire où vous pouvez intervenir. C'est notre espace, Peut-être un espace de découverte, peut-être un espace d'apprentissage, de curiosité, ou dans tous les cas, un nid bonsoir, à une porte d'entrée vers la psychanalyse, qui est donc un élément très intéressant en ce qui concerne les êtres humains. Fiti, bonsoir. Michel, bonsoir. Et alors, si vous nous voyez, Marlène, bonsoir, si vous avez la possibilité de nous voir sur une autre plateforme qui n'est pas Facebook, je vous rappelle que le direct de cette Jessica, bonsoir, le direct de ce Psychanalyse pour tous a lieu tous les mardis à 21h sur la page de Facebook, Poisson Bleu, bonsoir, sur la page de Facebook de Clémence Lenis, psychanalyste. Donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité, et je vous remercie d'avance, Marie-Laure, bonsoir, de partager cette vidéo. Delphine, bonsoir, Céline, bonsoir, cette vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que si nous sommes plus nombreux, nous pouvons être meilleurs. Alors, et en plus parce que l'objectif fondamental de cet espace, bien évidemment, qui est ouvert à tous, c'est de pouvoir souligner l'importance de la santé mentale. Et Nidal, bonsoir. L'importance de la santé mentale, de s'occuper de notre vie psychique, tout comme nous pouvons, Fatia, bonsoir, de nous occuper de notre vie psychique, et ce qui va, Martine, bonsoir, ce qui va nous permettre, bien évidemment, de pouvoir s'adapter aux changements, aux transformations que l'avenir va nous offrir, va nous proposer. Nathalie, bonsoir. Nadia, bonsoir. Que l'avenir va obligatoirement nous offrir des transformations et de pouvoir faire face donc à ce qui va se passer demain, à ce qui va se passer dans 5 ans, et d'avoir cette capacité mentale de faire face à l'avenir, à cet avenir inconnu, et d'avoir la flexibilité mentale pour faire face à toutes les situations que la réalité va nous proposer dans l'avenir. Donc il est important de se construire non seulement une santé organique avec tous les soins que cela, tous les soins qui sont nécessaires pour avoir une bonne santé organique, mais qu'il n'y a pas d'organique sans psychisme. Donc s'occuper que d'un côté, s'occuper que de la moitié n'est pas suffisant. Il faut ensuite, et bien évidemment, s'occuper de cette autre partie qui est la partie psychique. Alors, et comme nous avons déjà eu donc l'opportunité de le voir, que la psychanalyse n'est pas seulement une méthode thérapeutique, mais que la psychanalyse est aussi une méthode d'autoconnaissance, une méthode de connaissance qui va permettre de, Sabrina, bonsoir, de mieux connaître l'être humain que nous sommes. Et une connaissance sur nous-mêmes va permettre une transformation.
C'est pour ça que, dans le fond, après, comme bénéfice secondaire, la psychanalyse a des effets thérapeutiques chez les sujets, bien évidemment, qui se psychanalysent. Il ne suffit pas de venir à ces rencontres de psychanalyse pour tous, mais qu'il faut en plus se psychanalyser. Hein, puisque que le traitement, le travail psychanalytique est nécessaire. Lila, bonsoir. Donc le sujet qui nous intéresse ce soir, ou que nous nous sommes proposés de voir ensemble, c'est le sujet des perversions. Alors on peut en parler au pluriel ou on peut parler de la perversion comme au singulier. La perversion qui est une structure psychique aussi particulière, qui se différencie de la structure de la névrose. Et Freud va nous dire déjà en 1905, puisque avant Freud, la perversion était cataloguée, on va dire qu'on cataloguait de perversion tous ceux qui ne suivaient pas en fait, les modèles que la morale de la société imposait à l'époque et continue d'imposer. Et donc Freud va nous montrer et va nous dire que là, nous avons tous une prédisposition à la perversion, que ce n'est pas quelque chose de bizarre ni de spécial, sinon que c'est une partie de notre constitution qu'on appelle normale. C'est-à-dire que nous nous sommes formés, non? L'enfant, on dit que c'est un pervers polymorphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette morale qui vient, Nathalie bonsoir, qui vient limiter toute sa recherche de la satisfaction. Reda, bonsoir. Et alors on va voir déjà souligner, parce que la perversion, en général, Carlos, bonsoir, la perversion ce n'est pas quelque chose qui va, Siam, bonsoir, ce n'est pas quelque chose qui va pousser le sujet à se psychanalyser, sinon que la perversion on va la voir parce qu'il y a d'autres choses qui vont se manifester chez le sujet et le pousser à se psychanalyser, mais que les particularités de la perversion, en fait, ce n'est pas quelque chose que le sujet, le pervers, on va dire, va vouloir modifier. C'est pas quelque chose qui va, et on va voir pourquoi. Pourquoi le pervers n'est pas intéressé pour modifier sa perversion. Et parce que, Bibi chérie, bonsoir, parce que ce qu'on va voir, c'est que la satisfaction que le pervers obtient avec sa perversion lui suffit. C'est-à-dire qu'il a une satisfaction avec sa perversion, donc il n'a pas l'intention de modifier sa situation. Et alors nous pouvons déjà dorénavant définir la perversion comme une manière répétitive de jouir de la même manière. C'est-à-dire que dans la réalité, la particularité de la perversion, c'est que c'est une jouissance qui est tout à fait limitée. Alors que la normalité pour le sujet, la possibilité pour le sujet, en fait, c'est la possibilité où la jouissance de tous les sujets est variée et multiple. Alors que le pervers ne va pas pouvoir jouir de cette multiplicité ni de cette variété, sinon qu'il va toujours jouir d'une seule manière, toujours d'une manière répétitive. Damien, bonsoir. Nabila, bonsoir. Donc il y a Céline qui demande, donc le pervers est content de blesser les autres. Pourquoi vous pensez que le pervers va blesser les autres? Non, c'est une relation. Le pervers, ce n'est pas seulement donc quelque chose qui va déterminer sa relation avec les autres, sinon c'est quelque chose qui va déterminer avec sa relation avec lui-même et avec sa propre jouissance. Alors, la perversion, non? Et il y a, peut-on considérer que la perversion est un passage à l'acte au contraire de névrose qui est inhibition? Et non, ce n'est pas un passage à l'acte, ça c'est ce que croit le névrosé. Que le névrosé, on va voir que le névrosé, il a une manière de penser, on va voir de penser, le névrosé a une manière de penser le pervers comme quelqu'un qui a
de plus grandes possibilités. C'est-à-dire que le névrosé, il attribue au pervers une capacité de jouissance exagérée. Hein. Et puisque lui, au contraire, il a tendance, justement, comme dit Fetty, à inhiber sa capacité de jouissance. Hein. Et puisque le névrosé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'éloigner, va fuir aussi la réalité pour s'enfermer dans les fantasmes et de s'inventer une réalité, de s'inventer un monde pour, de cette manière, obtenir des satisfactions. Mais ce sont des satisfactions qui n'ont pas d'impact dans la réalité. Ce sont des satisfactions qui sont tout à fait des satisfactions, on va dire, mentales, qui ne produisent aucun contact avec la réalité. Et donc, comme le névrosé se restreint énormément dans la satisfaction, dans ses satisfactions, il va attribuer au pervers l'idée que lui, il peut jouir de façon illimitée. Alors que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le pervers, il a une manière de jouir de la réalité qui est tout à fait limitée et unique. Une seule manière d'être, non, pour pouvoir jouir de la satisfaction la satisfaction. Et alors, il y a parce que Freud, ce qu'il va dire, c'est que Freud, ce qu'il va dire, c'est que en fait, notre disposition sexuelle psychique est, comme je disais au départ, perverse, polymorphe, perverse. D'accord? Et c'est-à-dire qu'elle est perverse dans le sens que elle n'a pas obligatoirement une fin, non, de relation sexuelle, on va dire, pour un but, pour la reproduction. Sinon qu'elle a pour but l'obtention d'une satisfaction de plaisir. Et elle est polymorphe parce qu'elle ne va pas simplement s'obtenir avec les parties génitales, sinon que nous avons la possibilité d'obtenir des satisfactions avec tout notre corps. Et pas seulement avec le corps, parce que on va voir que chez l'être humain, quand on parle du corps, ce n'est pas simplement, Annick, bonsoir, un corps organique, sinon qu'on va faire référence aussi au corps du langage, de la parole. Et la possibilité pour l'être humain, et une grande jouissance pour l'être humain, c'est la possibilité, Jasmina, bonsoir, de parler et d'être écouté. C'est quelque chose qui est très satisfaisant pour l'être humain, cette possibilité de parler. C'est-à-dire que nous sommes un corps de langage, du mot. Donc nous avons cette disposition de pervers polymorphe. Aïda, bonsoir. Pervers polymorphe. Et, et que nous voyons que nous vivons dans une société, bon, on ne va pas s'intéresser tout de suite à ça, mais avec que des cruelles restrictions, on va dire. Donc, on nous demande de cruelles restrictions pour cette possibilité de satisfaction, alors que la vie peut nous donner de grandes satisfactions, de grandes possibilités, mais que nous vivons dans des sociétés, non, qui exagèrent, on va dire, les restrictions et les possibilités de pouvoir de se donner des satisfactions, on va dire, non, autant dans les politiques qui sont mises en place, l'éducation, non, et qui répriment, toutes ces sociétés répriment en excès le développement sexuel de la personne. Et quand on parle du développement sexuel, on ne parle pas simplement de la génitalité, sinon qu'il y a une restriction aussi dans tous ces liens sociaux des personnes, non, et qui ont bien évidemment des incidences sur sa santé, Donc éloigner, on va dire éloigner le sujet de cette possibilité de développement autant dans le domaine artistique, dans le domaine intellectuel, de la création, de la communauté, de pouvoir faire partie d'une communauté, tout ça ce sont des choses qui peuvent donner au sujet de grandes satisfactions.
et qui est en fait ce que la culture nous offre. La culture nous offre cette possibilité, c'est-à-dire la culture, c'est une voie d'accès au monde pour l'homme, pour la femme. Non, c'est une manière. Mais pour ça, et pour pouvoir avoir accès à la culture, il faut bien évidemment respecter la première loi. Que penser de la promotion du mouvement? Bon, ça c'est autre chose, non? Non, le mouvement LGBT, ça n'a rien à voir avec la perversion, bien évidemment. Donc nous allons continuer, Doriane, bonsoir, un petit peu avec notre sujet. Donc, on disait que la perversion, tout comme la névrose, dans les deux cas, il y a une fuite de la réalité. Mais dans le cas de la névrose, la fuite de la réalité va avoir lieu avec ce mécanisme inconscient du refoulement, de la répression, donc, qui va rentrer en jeu pour éloigner le sujet de la réalité. Dans le cas de la perversion, il n'y a pas de refoulement, il n'y a pas de répression, sinon qu'il y a un autre mécanisme qui va rentrer en jeu qui est la répudiation. Et, et la perversion, elle est normale donc dans le développement effectivement, mais on va voir quand on parle de perversion chez l'adulte, on ne parle pas exactement de la même chose, non? La répudiation, exactement, Aïda. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de répudiation. Et donc, comme vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces épisodes de Psychanalyse pour tous, il y a ce moment où nous allons tous traverser dans notre constitution, nous allons tous traverser et les mêmes étapes, les mêmes phases pour la constitution de notre appareil psychique, pour la maturité de notre sexualité. Et que dans tous les cas, il va falloir que le passage vraiment terrible par lequel nous allons devoir passer, c'est de nous éloigner de ces premiers objets qu'on appelle incestueux, parce que c'est nos premiers objets d'amour. Et c'est-à-dire les personnes qui étaient proches de nous et qui se sont, en général c'est le papa et la maman, qui ont fait partie de ces premières années de vie et face auxquelles, en fait, et avec lesquelles nous avons déployé toute notre sexualité. C'est-à-dire quand on dit notre sexualité en psychanalyse, c'est-à-dire aussi, entre autres, notre manière d'être en relation avec les autres, avec le monde. Et il y a bien évidemment, c'est quelque chose de ces premières relations, Claudette bonsoir, ces premières relations ont une importance très importante dans le développement du sujet, puisque après nous allons les incorporer, ils vont faire partie de nous. Donc au moment où nous allons devoir nous éloigner d'eux, en fait, pour nous éloigner d'eux, nous allons les incorporer. Donc c'est une situation, c'est-à-dire que il va y avoir la chose, on va dire, indispensable, c'est-à-dire que pour nous détacher de ces premiers amours, pour nous détacher de ces premières relations, il va falloir en fait les transformer, les symboliser, c'est-à-dire les rendre inconscientes, c'est-à-dire que les incorporer pour que en fait elles disparaissent dans la réalité. Non, parce que ces premières figures, ces premières relations, ces premiers impacts vont faire partie de chacun d'entre nous, mais dans notre structure psychique, pas dans la réalité. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas se reproduire dans la réalité. C'est-à-dire que papa, maman, nous devons leur dire au revoir à papa, maman, non, et dans le sens leur dire au revoir dans cette manière d'être en relation avec eux. C'est-à-dire transformer notre manière d'être en relation avec eux. Et parce que ce qui se passe régulièrement quand on n'arrive pas à réellement se séparer de ces figures parentales, en fait, on va répéter notre mode de relation avec eux, on va le répéter après par
les autres relations que nous allons avoir dans notre vie, avec la relation de couple, avec les amis, avec le chef, non? Et on va répéter en fait une situation, on va dire fantasmatique, hein, équivalente à cette relation de base, non? Avec ce lien infantile où nous allons répéter en fait cette relation, non? Donc je répète une relation qui n'a plus lieu d'être. Donc, et ça aussi c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que je ne suis pas en relation exactement avec ces personnes, sinon que je suis en relation avec des situations fantasmatiques. Donc ces personnes, en fait, je ne les vois même pas, sinon que je les utilise, non? On les utilise et que c'est ce qui provoque très souvent des conflits dans nos relations sociales. Et alors, c'est pour ça que on revient sur l'idée que la psychanalyse, c'est un élément, c'est une méthode qui va permettre une transformation du sujet, une connaissance de sa situation d'être humain, qui ne va bien évidemment pas résoudre sa vie, parce qu'il ne s'agit pas de résoudre la vie des personnes, puisque la vie de chacun d'entre nous, en fait, c'est quelque chose que nous allons devoir développer, créer, produire chacun d'entre nous. Non? Mais que la psychanalyse, bien évidemment, va nous aider à pouvoir répondre à certaines situations de la vie présente, à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dire les choses, à pouvoir nous engager avec notre propre vie. Parce que très souvent, les gens et certaines personnes vivent leur vie sans aucun engagement, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas d'engagement avec leur propre vie. Non? Et donc, il y a des troubles qui peuvent se produire. Donc, nous avons tous la possibilité, dans un processus, on va dire normal, où chacun d'entre nous est différent, qu'il n'y a pas de standard à suivre, qu'il n'y a pas de manière de vivre idéale, sinon que chacun d'entre nous, nous allons devoir fabriquer, développer, produire notre propre vie. Schmilka, bonsoir. Donc, et on disait que la perversion, comme d'autres structures, en fait, c'est une manière de nous éloigner, de de la réalité. Et on va voir que, est-ce que cette perversion a un lien avec la phase, oui, a un lien avec la phase du complexe d'Oedipe. Oui, Akima. C'est-à-dire que il y a cet éloignement des figures parentales, mais en plus il y a un autre processus par lequel nous allons devoir tous passer, c'est ce qu'on appelle la désattribution que l'enfant doit faire face à cet objet, ce premier objet d'amour qu'on appelle la mère phallique. Donc, quand on parle de la mère phallique, c'est-à-dire cette figure qui représente pour l'enfant quelqu'un qui peut tout, qui n'a pas de faille, qui est parfaite, on va dire, dans le sens où elle couvre tous les besoins, non? Tous les besoins de l'enfant. C'est pour ça qu'il la considère comme parfaite, puisqu'elle sait faire face à toutes les situations. Quand il est tout petit, il ne se rend pas compte, bien évidemment. Et en grandissant, il va devoir se rendre compte qu'il va devoir faire le travail de la désattribution de ce phallus qu'il a mis à la mère. Non? Donc, et c'est-à-dire qu'au départ, cette mère donc est phallique, et il va devoir la désattribuer, lui enlever le phallus, on va dire. Eric, bonsoir, la castrer. En fait, il va devoir castrer la mère. Castrer, c'est-à-dire humaniser la mère. Non? Et Dora, bonsoir, humaniser la mère. Et ça, c'est ce que le pervers ne va pas pouvoir. Non? Le verbe pervertir signifie littéralement détourner. Ah, c'est intéressant. La perversion est-elle une satisfaction de fantasmes inconscients? Donc, on va voir, non? Parce que le fantasme, c'est plus de l'ordre de la névrose. Non? Dans la perversion, on a dit qu'il ne s'agit pas tant de fantasme, sinon c'est qu'une répudiation. Une répudiation, c'est-à-dire qu'il ne veut rien savoir
de cette mère qui n'est pas phallique. Il ne veut pas voir en fait que cette mère est castrée. Mais c'est pas que la mère est castrée, sinon que c'est lui qui va devoir la castrer. C'est-à-dire transformer cette mère phallique qui était pour lui, non, celle qui pouvait tout, et l'humaniser. Et on parle de phénomènes inconscients, on ne parle pas de la réalité, non, parce que la majorité des personnes critiquent leurs parents en soulignant tous leurs défauts. Donc il ne s'agit pas, on ne sait pas de cet ordre-là, sinon que c'est d'un ordre psychique et on peut voir les résultats dans la manière de vivre du sujet, dans sa manière d'être en relation justement avec et sa jouissance, on va dire. Alors la particularité du pervers, c'est que en fait, il ne peut pas assumer cette mère castrée, non, dans ce processus de castration, de séparation de cet idéal phallique, en fait, lui ne peut pas la réaliser. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'éloigner, sinon qu'il va toujours couvrir. Alors on va voir aussi qu'il y a quelque chose qui est en relation avec la différence sexuelle, parce que on avait vu que dans le développement sexuel de l'enfant, il y a l'étape orale, l'étape anale, et ensuite il y a l'étape phallique. L'étape phallique, c'est la première étape la première manifestation d'une différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence sexuelle, sinon qu'il y a la différence entre ceux qui sont castrés et ceux qui ne le sont pas. Et en fait, ce qui se passe pour le pervers, c'est qu'il va y avoir une répudiation directement sur ce qu'il va découvrir, parce que l'enfant, quand on dit qu'il va à l'étape phallique, ce qu'il va voir, c'est que il y a les petites filles qui n'ont pas. Et c'est ce qu'on appelle, donc il va se rendre compte de cette première différence, parce que c'est ce qui est terrible pour le sujet, c'est que la différence existe. Et pourquoi? Parce que la différence nous associe directement, c'est-à-dire que la différence est en relation directement avec notre situation de mortel. C'est pour ça que nous avons autant de difficultés à accepter les différences en général. Même les différences avec nous, que je ne suis pas la même qu'hier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent avoir toujours, par exemple, Christine, bonsoir, la même coiffure, ne jamais changer de coiffure comme si le temps ne passait pas. Donc vous voyez, c'est en relation avec notre mortalité, la sexualité, la différence, parce que nous sommes différents, il y a des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ces deux sexualités différentes pour nous reproduire. Et ça appartient à l'espèce humaine à laquelle nous appartenons, donc, qui est en relation, donc cette reproduction est en relation directement avec notre situation de mortel. Bonsoir, toi, Fic. Donc, alors, la particularité, on va voir du pervers, c'est que en fait, le pervers, il va voir que sa mère, elle n'est pas phallique, sa mère, non, elle n'a pas, à sa mère aussi, il lui manque quelque chose, que sa mère aussi, elle est castrée. C'est-à-dire, je ne veux pas le voir, mais je l'ai vu, non? Je veux être complet, c'est-à-dire, je nie l'absence, non? Et comment je fais pour nier l'absence? Je le complète par un autre objet, non? C'est ce qui va être en relation aussi avec les fétiches, non? Tous les fétiches que j'ai commencé en disant que nous étions tous pervers, non? Nous avons tous une touche de perversion. Après, chacun a des degrés différents dans le sens où nous avons tous tendance à ne pas vouloir accepter, ou à certains moments de notre vie, et de ne pas vouloir accepter ce qu'on appelle cette mortalité, non? Donc, nous allons, face à cette situation de mortel, couvrir l'absence de phallus de la mère par un objet. Et c'est là où on parle, non, des pervers qui utilisent les petites culottes rouges, qui utilisent les chaussures à talons, qui utilisent différents objets qui viennent. Alors, il y a des fétiches de toutes sortes, j'ai pris les plus communs, mais il y a des fétiches de toutes sortes, et pour couvrir cette absence. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le pervers va répéter sa manière de jouir
toujours dans les mêmes conditions. C'est une répétition des conditions qui doivent obligatoirement participer pour que le sujet puisse obtenir une satisfaction. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas exactement d'une perversion comme on peut en voir dans la littérature ou dans les films. Non, sinon que c'est une manière, peut-on considérer l'homosexualité comme régression à ce stade? Non. Bon, ça dépend ce que vous appelez homosexualité, mais s'il s'agit d'homosexualité comme une relation entre deux hommes ou deux femmes, non, ça n'a rien à voir. Non, que notre sexualité ne dépend pas de l'objet que nous allons choisir, sinon qu'il dépend des conditions de l'objet. C'est pour ça, par exemple, un homme pervers, un homme pervers, par exemple, qui ne peut obtenir de satisfaction dans une relation sexuelle avec une femme que si elle porte des talons. Donc ils doivent faire l'amour et il lui demande de mettre des talons pour pouvoir faire l'amour parce que non, c'est un représentant phallique, parce que sinon pour lui c'est impossible d'obtenir une satisfaction avec une femme qu'il considère lui encore castrée, c'est-à-dire qu'il n'a pas qu'il a fait la régression à ce stade phallique, dans le sens où pour lui la femme n'existe pas. Ce qui existe, c'est le castré et celui qui n'est pas castré, celui qui est castré. D'accord? Donc, et ça c'est un exemple un petit peu vulgaire, je vais dire, mais c'est premièrement un exemple qui existe, mais c'est pour vous montrer, non, comme une sorte de caricature, mais c'est pour vous montrer que le pervers va chercher, non, quelque chose qui va couvrir l'absence, qui va couvrir la différence. Parce qu'avec les talons, c'est-à-dire qu'elle devient comme lui. Elle devient phallique comme lui. Donc personne n'est castré. Donc la différence n'existe pas. Donc nous sommes immortels. Donc vous voyez, et c'est ça la perversion. C'est-à-dire que le pervers, il sait qu'il n'est pas immortel. Il sait que la femme n'est pas castrée. Mais pourtant, il a toute cette attitude. C'est-à-dire que c'est une relation, on va dire, de la perversion, de montrer que, en fait, c'est une répudiation au féminin principalement, au féminin, parce que le féminin, la particularité du féminin, c'est qu'il vient montrer la différence, c'est qu'il représente, non, le féminin représente la différence. Donc on pense, et Rada, bonsoir, donc nous allons voir que, je répète encore une fois, que la perversion, en fait, c'est principalement la répétition d'une manière unique d'être en relation avec l'autre. Alors, il y a Miguel Oscar Menaza, qui est le fondateur de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero de Madrid, dans laquelle je me forme. Il présente, lui, la perversion, et il a un exemple, il dit: est-ce que la perversion, c'est la claque, la baffe que je donne à ma femme, on va dire, ou à ma maîtresse, non, à 7h30 du matin, ou la perversion, c'est la 7h30 du matin? Non, c'est-à-dire que nos préjugés, parce que nous avons des préjugés quand nous pensons qu'il y a certaines pratiques sexuelles qui sont perverses, mais que, pourquoi? Parce que elles ne se situent pas dans ce qu'on pense de la pratique sexuelle correcte, avec nos idées morales sur la sexualité, mais ça, ce n'est pas la perversion. La perversion, c'est se maintenir dans une seule modalité, dans une seule manière de jouissance. Non, c'est-à-dire que c'est plus en relation donc avec 7h30 du matin. Ce n'est pas la claque, ce n'est pas parce que je la frappe le matin, c'est parce que c'est tous les matins 7h30 et la perversion c'est 7h30. Non, c'est les culottes rouges que je lui demande de porter. Non, par exemple, c'est une manière déterminée. Et c'est pour ça que cette manière déterminée, en fait, ce qu'elle produit, c'est qu'elle fait disparaître l'autre. L'autre, non, Céline disait avant qu'il faisait souffrir les autres.
mais c'est pas exactement qu'il fait souffrir les autres, sinon que, en fait, il n'a pas de relation avec l'autre. Il utilise l'autre, non? C'est-à-dire qu'il n'est pas en relation avec l'autre, il transforme l'autre en un objet, non? En des talons, en une culotte rouge, en 7h30 du matin. Donc il transforme l'autre, qui devrait être un sujet, qui désire, qui a aussi sa manière de jouir. Donc le pervers ne s'en occupe pas de tout ça, sinon qu'il le transforme en un objet qui doit lui permettre la reproduction d'une même situation, non, dans laquelle, en fait, il va répudier la différence sexuelle. Non. C'est-à-dire que il ne sait rien de la véritable sexualité. Non, et que la véritable sexualité en psychanalyse, Selma, bonsoir, la véritable sexualité en psychanalyse, c'est que nous parlons. Nous avons là, et que notre relation au langage, c'est ce que nous allons pouvoir transformer en psychanalyse. Parce que notre relation au langage, c'est aussi de croire que ce que je dis, comment on va dire, que le mot est collé à la chose, qu'il n'y a pas de séparation entre le mot et la chose, par exemple. Hein. C'est-à-dire que le pervers connaît la loi, Françoise bonsoir, le pervers connaît la loi, mais il ne la respecte pas. Hein. Et quand on parle de loi, on parle de la loi de l'inceste. Hein, la loi Mélina bonsoir, on parle de la loi de l'inceste. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons le névrosé qui va, Paola bonsoir, qui va exagérer les restrictions, non? Et c'est pour ça qu'il va tellement, y a-t-il une relation entre le TOC et la perversion? Hein, il peut y avoir un pervers avec un TOC, hein, que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, le névrosé exagère les restrictions et il attribue, lui, non? Et Feriel, bonsoir, il attribue au pervers une jouissance illimitée. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la jouissance du pervers est limitée, c'est d'une seule manière. Il ne peut jouir, en fait, sa jouissance est toute petite, parce que c'est seulement comme ça. Quelle que soit la manière, hein, on va dire, quelle que soit la manière. Considérer la femme comme objet sexuel uniquement est une perversion. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le pervers, non, le pervers, avec sa manière d'être en relation avec la femme, en répudiant, parce qu'en fait, il répudie la femme. Donc, il la transforme en un objet, il la répudie, parce qu'il ne peut pas être, en fait, le pervers, il ne peut pas être avec une femme. Ce n'est pas une femme avec qui il est. Non. En fait, dans les relations humaines, nous, on peut attendre quelque chose, on a un rendez-vous, on peut attendre quelque chose de l'autre, mais en fait, à chaque fois qu'on se présente au rendez-vous, ce qui se passe, ça va être différent de ce qu'on avait imaginé. En fait, il y a toujours la rencontre avec l'autre, c'est jamais une rencontre, c'est toujours une des-rencontres. Non, une rencontre, comment on va dire, une rencontre qui est une rencontre avec une faille. Non, avec l'autre, il y a toujours une faille parce que on se parle. L'autre, je ne sais pas s'il m'a compris. Je l'ai pas écouté comme j'aurais pensé l'écouter. Il m'a pas écouté comme il aurait dû m'écouter. Enfin, c'est toujours une faille. Mais ça fait partie des relations sociales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière d'être en relation avec l'autre. C'est-à-dire qu'avec l'autre, il y a toujours des failles, non? Et ça, c'est ce que le pervers ne veut pas accepter, non? C'est-à-dire cette faille qui est en représentation en fait avec la castration, comme quelque chose que je ne peux pas accepter, comme quelque chose de symbolique. Et en fait, le pervers, il ne veut pas accepter cette situation. C'est pour ça qu'il transforme l'autre en objet et que l'autre doit répondre, non, à sa sollicitude, à ses sollicitudes, on va dire. Non. Donc ce qu'on disait, c'est que la culture humaine, la culture dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, en fait, s'instaure à partir de l'acceptation de la loi de l'inceste. Et l'acceptation de la loi de l'inceste, c'est-à-dire, c'est accepter l'inceste, c'est rentrer dans la culture. Accepter l'inceste, c'est-à-dire que l'inceste, cette loi de cette interdiction, parce qu'en fait, on a
une interdiction, en fait, oui, fétiche, c'est le déni de la castration. Hein. Cette loi de l'inceste, en fait, elle va permettre de réguler, en fait, tout ce noyau social, toute cette organisation sociale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans chaque société, ça c'est Lévi-Strauss qui a fait l'étude pour montrer que ce n'est pas simplement dans les sociétés occidentales, sinon que dans toutes les sociétés des êtres humains, il y a toujours une interdiction qui vient permettre la possibilité de la production d'une culture. Donc, c'est-à-dire que cette interdiction, non, c'est la clé qui va nous ouvrir la possibilité à une sexualité normale, qui va nous ouvrir la porte à la possibilité d'un développement, de la possibilité à un bonsoir. D'accord? Mais que cette culture est basée sur cette interdiction primordiale. C'est-à-dire que nous devons renoncer à ces premiers objets incestueux. D'accord? Ça fait partie de la construction du sujet. Donc, et donc, on disait que, parce que ce qui est important dans dans ces sociétés, en fait, de pouvoir obtenir, parce que ne pas accepter cette loi, ou, parce qu'en fait, c'est répudier la loi de l'inceste, non? Comme on disait avant, je sais que la loi existe, non? Mais je fais comme si elle n'existait pas. Mais je sais qu'elle existe. Mais je fais comme si elle n'existait pas. Donc je vis comme je veux. Je fais ce que je veux. Et en fait, la particularité de ce pervers, comme je disais auparavant, et qui est très importante, c'est-à-dire que l'être humain, il a une grande capacité de jouissance et d'obtenir de satisfaction sur de nombreux plans. C'est-à-dire sur, bien évidemment, les relations humaines, bien évidemment, toutes les activités artistiques, bien évidemment, tous les liens sociaux que nous allons pouvoir établir, tout le travail que nous allons pouvoir développer, tout ça, ce sont des possibilités de satisfaction. Alors que le pervers, il a une satisfaction, mais toute petite. Bon, toujours répétitif, toujours la même. La relation du pervers vis-à-vis de sa mère ne l'a donc pas répudiée. En fait, il n'a pas accepté que sa mère n'était pas celle que l'enfant qu'il était, non? Parce que la scène bonsoir, c'est-à-dire que c'est une situation totalement infantile. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté, il n'a pas passé au fait que sa mère n'est pas phallique, sa mère doit être castrée, non? C'est-à-dire que le pervers ne peut pas avoir une relation sexuelle normale et équilibrée. Après, qu'est-ce que ça veut dire une relation sexuelle normale et équilibrée, Salma? Donc, ça c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc, ce n'est pas qu'il ne peut pas avoir une relation sexuelle normale ou équilibrée. Je ne mettrai pas ces adjectifs-là, sinon que sa relation sexuelle est limitée. Non? Il répète toujours la même chose. Donc la jouissance, quand on répète qu'on n'est pas créatif, que ce soit dans nos relations, dans nos rapports sexuels, que ce soit dans nos rapports de relations avec les amis, que ce soit dans notre relation de couple, dans nos conversations, quand on n'a pas la capacité de créer de nouvelles situations, qu'on répète toujours la même chose, non? Ben, la jouissance, et il obtient une jouissance, c'est pour ça qu'on disait que c'est pas lui qui va venir voir le psychanalyste, mais qu'il obtient une jouissance, mais une jouissance de minuscule. Non, on va dire une toute petite jouissance est toujours la même. Alors que pour multiplier ces possibilités, ben, nous avons, nous les êtres humains, non, de plus grandes ouvertures pour faire beaucoup plus de choses. Est-ce qu'il n'y a pas d'angoisse chez le pervers? Bah, pas en relation avec sa perversion, puisque lui, il couvre ça. Non? Il l'a couvert avec un autre objet. Il couvre l'absence de phallus de la mère, il le couvre avec autre chose. Donc, non, il n'y a pas d'angoisse dans sa perversion. Après, non, on va dire, rappelez-vous que nous, on disait qu'il n'y a pas le pervers, ça n'existe pas. Il y a une position perverse. Et la position perverse, non, de la même façon que quand je disais que nous sommes tous un petit peu pervers, non, c'est-à-dire qu'il n'existe pas le pervers, tiens, c'est lui, sinon que nous sommes tous
Non, nous pouvons tous, à un moment donné dans notre vie, résoudre la situation de la réalité avec une position perverse. Non? Bah, c'est quoi? C'est une jouissance petite. C'est une jouissance petite et toujours de la même façon. Pour ça, je dis qu'elle est petite parce que dans le sens où elle est unique. Elle est unique. Étant donné que le pervers est limité dans sa jouissance, est-ce qu'il est davantage confronté à la frustration, voire à la... Bah non, justement, David. C'est ce qu'on voit, c'est que lui, il accepte que sa jouissance soit comme ça. C'est-à-dire que il accepte, il ne va pas aller voir le psychanalyste, comme on disait. En tout cas, il ne va pas aller le voir pour ça. Parce que pour lui, ça lui convient. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le névrosé, lui, il pense que le pervers, ouah, il a une jouissance. Pourquoi? Parce que il n'accepte pas la loi. Donc, il y a toujours cette idée, non, de l'interdit. Il fait l'interdit. Non? On analyse, on affronte nos perversions. Pourquoi affronter? Pourquoi affronter? Non, ça fait partie, je ne sais pas pourquoi affronter. Bon, si vous voulez affronter. Donc, on disait que la culture, c'est la voie d'accès au monde pour l'homme, pour la femme, non, pour avoir la possibilité justement d'avoir, de multiplier les possibilités de rapports sexuels, c'est-à-dire pas toujours faire l'amour de la même façon, non, par exemple, et non seulement parce qu'on parle des rapports sexuels, on les regarde en face, je veux dire. Mais des fois, on les voit même pas, Glycine, sinon qu'elles disparaissent sans qu'on ait pu les voir. Non? Qu'on analyse, des fois, il y a des choses qui se transforment et on se rend pas compte exactement par où c'est passé. Et on voit qu'il y a certaines pratiques, non? Certaines choses qu'on ne fait plus, ou plutôt, on voit plutôt qu'il y a d'autres choses qu'on a commencé à faire. Non? C'est surtout ça. C'est-à-dire c'est pas qu'on a abandonné nos perversions, sinon que on fait d'autres choses. Non? C'est ce qui va être intéressant. Sonia, il y a une différence entre perversion et perversité. Ah, ça, c'est une bonne question. Je dis une bonne question parce que je ne sais pas répondre. Mais il y a une différence entre perversion, parce que la perversion, on en parle ici dans le domaine de la psychanalyse. La perversité, non, c'est une perversité, c'est un petit peu cette attitude que certains ont en disant je sais que je ne dois prendre la voiture quand j'ai bu trop d'alcool, mais je le fais quand même. Non, on pourrait parler de ça comme une attitude un petit peu perverse, c'est-à-dire je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je le fais quand même. Je sais que ça ne convient pas, mais je le fais quand même. Alors il y a des choses, peut-être que la perversité, il faudrait l'étudier, parce que là je parle dans le sens où boire alcoolisé c'est interdit par la loi, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas interdites par la loi et que donc se faire du mal soi-même c'est pas encore interdit par la loi. Ça va peut-être de le devenir, mais c'est pas encore interdit par la loi. Mais je veux dire dans le sens où des fois on fait des choses qui nous conviennent pas, non, qui vont finir par nous faire du mal. Donc c'est pas exactement ça la situation de la perversion. Je pense que la perversion c'est plus en relation justement avec la loi. Mais la loi d'origine qui est à la base, non? La loi d'origine, la loi qui est à la base de la culture humaine. Et, euh, et quand on parle de cette énergie, la perversité, la transgression de la loi peut-être. Mais Paola, c'est la transgression de la loi, mais je ne sais pas, peut-être, mais il faut voir, il faut vérifier. Donc on disait que la culture, c'est la voie d'accès au monde. Je le répète parce que c'est quelque chose d'important et que la culture, elle est fondée sur cette interdiction. D'accord? C'est-à-dire, elle est fondée sur cette interdiction. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir accepter cette interdiction, hein, de pouvoir renoncer. Parce que l'interdiction, en fait, c'est renoncer à nos premiers amours. Renoncer. Et pourquoi? Parce que quand je renonce à ces premiers amours, bah, tous les autres sont possibles. Sinon, je reste collé à ces premiers amours et il n'y a pas d'amour possible, non? Au-delà de ces premières relations. Hein. Et, et que cette énergie qu'on appelle en psychanalyse sexuelle, c'est aussi l'énergie qui va permettre les choses les plus sublimes de l'être humain. Non? C'est-à-dire que dans tout ce qui concerne le développement intellectuel, Lisa Bonsoir, le développement de la création artistique, le développement de cette communauté de la vie, non? Et donc, mais dans le cas de la névrose,
il y a une restriction de ces possibilités. C'est-à-dire que son énergie, l'énergie du névrosé, ne va pas être mise en place pour cette possibilité du développement de la communauté, du développement de la vie artistique, du développement intellectuel. Donc que tout ça va être restreint et que le sujet ne va vivre que dans son fantasme. Et là aussi, on va voir que le névrosé, en fait, son fantasme en général, c'est toujours le même. Non, ça tourne en boucle. Non, c'est toujours le même genre de fantasme. Il répète toujours le même genre de satisfaction et il s'enferme dans ses fantasmes et il n'a pas de contact avec la réalité. En plus, la réalité avec laquelle il a un contact, elle est tout à fait troublée, on va dire, par ses propres fantasmes. C'est pour ça que c'est important la psychanalyse, parce que sinon, en fait, on croit qu'on a une relation avec la réalité, mais en fait, tout est trouble, on n'a pas de contact. La réalité, on n'arrive pas à se rendre compte de ce que c'est que la réalité, puisqu'en fait, ce qu'on voit, c'est nos propres fantasmes, et c'est ce qui trouble notre vision, on va dire, non. Donc la névrose, d'un côté, va restreindre, et la perversion, de l'autre côté, non, et ou ce qu'on va appeler avoir une fin perverse, une fin qui ne met pas le sujet en relation avec la communauté, c'est-à-dire que son énergie, elle empêche, elle ne fait pas partie de la circulation, c'est-à-dire euh, parce que notre énergie sexuelle, ou quand on parle en psychanalyse de la sexualité, c'est une énergie sexuelle qui nous met en relation avec les autres. Donc pour la partager, c'est ça, on va dire. Donc le plus important pour les êtres humains, ce sont nos relations sociales. Quelle est la différence entre la répétition de la perversion et le fantasme de la névrose et sa répétition? Et on va dire que dans le cas de la névrose, moi je dirais c'est parce que c'est cette inhibition dans la création. Parce que quand on parle de la création, ce n'est pas simplement au niveau de la vie d'artiste, de pouvoir faire de la peinture, écrire, du cinéma, je sais pas quoi, mais sinon que c'est aussi la création dans la vie de tous les jours. La création, elle est très importante dans la vie de tous les jours. Et en fait, la névrose, dans cette répétition du fantasme, la névrose est enfermée dans une manière d'obtenir la satisfaction. Non, et le pervers, d'une certaine manière, non, et lui, il va avoir une relation avec, dans la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas, il ne fantasme pas, non, il le met en acte, il passe à l'acte, mais c'est toujours de la même façon. Donc en fait, dans les deux cas, il y a une répétition et une grande restriction au niveau de la jouissance, parce que avoir des satisfactions au niveau des fantasmes, non, c'est aussi quelque chose une limitation énorme par rapport aux possibilités de chacun d'entre nous, chacun d'être humain, non? Qu'est-ce qui pousserait un pervers à voir un psychanalyste? À avoir, on va dire, d'autres problèmes que celui-là. Est-ce que théoriquement un comportement peut être qualifié de pervers en Occident mais pas ailleurs si les lois diffèrent? Et non, parce qu'il y a toujours une interdiction, non, c'est ce que je disais. Donc peut-être que l'interdiction, elle n'est pas exactement au niveau des premières relations, non, le pervers soumet l'autre en quelque sorte, donc. Non, il ne le considère pas, non, l'autre n'existe pas en fait. L'autre n'existe pas, puisqu'il est considéré comme un objet. Mais ça, c'est pas simplement le pervers qui va transformer l'autre en objet. Non, c'est pas simplement le pervers, c'est-à-dire être en relation avec, premièrement, il faut être sujet soi-même pour pouvoir être en relation avec l'autre comme sujet. C'est-à-dire, je suis mortel et donc je peux être en relation avec un autre mortel. Donc vous voyez que non, que ce n'est pas, on va pas dire tout de suite, non, parce que le pervers soumet l'autre, on a l'impression, allez, voilà, le problème c'est l'autre qui l'a. Non, non, c'est que, non, on va voir que chacun d'entre nous, nous devons, nous aussi, produire notre sujet mortel pour pouvoir justement disposer de toutes ces possibilités que l'être humain a, que l'être humain, non, on dit que le poète dit que l'être humain ne connaît pas la grandeur de ses ailes. Il n'a pas la capacité de mesurer, aujourd'hui encore, il n'a pas la capacité de mesurer ses ailes. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de mesurer ses possibilités.
Nous ne connaissons pas encore les possibilités de l'être humain. Je ne sais pas si nous connaîtrons un jour, mais pour l'instant, nous ne connaissons pas les possibilités de l'être humain. Alors, entre autres, parce que non, la névrose s'abat sur les sociétés d'une manière terrible. Donc, bien évidemment, la majorité des personnes non, ont restreint leur vie on restreint leur vie énormément. Donc on voit que tous les symptômes, la névrose, même si elle n'a pas de gros symptômes, mais simplement la névrose qui fait que le sujet va se satisfaire dans ses fantasmes ou le pervers en répétant son acte, non, son acte de relation à un objet pour obtenir une satisfaction. Donc c'est restreindre énormément les possibilités de la vie. À la pensée de Sigmund Freud, on ne devient pas pervers, on le demeure. D'accord, exactement, dans le sens où on continue cette attitude infantile. Non, on n'a pas abandonné cette situation infantile, alors que l'on sait que une autre possibilité existe, parce que l'enfant, il ne le sait pas. L'enfant a le droit d'être pervers, polymorphe pervers. L'enfant, il a le droit, ça fait partie de son développement. Mais à partir d'un certain âge, non, c'est quelque chose que le sujet va devoir abandonner. Abandonner pour pouvoir développer, pour pouvoir créer de nouvelles manières de jouir, mais pas simplement dans les relations génitales, sinon de jouir dans nos relations sociales, nos relations avec nous-mêmes, nos relations avec l'art, avec tout l'intellect, avec la poésie, avec tout ça, ce sont des possibilités de l'être humain, non, et ça c'est l'instrument psychanalytique, c'est ce que, entre autres, on va dire, parce que chacun va en parler d'une façon différente, mais l'instrument psychanalytique, c'est ce qui va se permettre à chacun d'entre nous de pouvoir découvrir ces nouvelles facettes, ces nouvelles possibilités qui sont à la portée de tous, si la santé mentale le permet, bien évidemment, qui sont à la portée de tous, si la santé mentale le permet. Bon, voilà pour aujourd'hui. Merci de partager cette vidéo sur vos réseaux, non, pour que nous soyons plus nombreux, puisque c'est ce qui va, que ce sont des informations qui sont intéressantes pour tout le monde. Et d'un autre côté, pour ceux qui veulent continuer à étudier, nous avons commencé un cours sur les cas cliniques d'hystérie de Freud qui est très intéressant. Donc pour ceux qui veulent continuer, vous pouvez sur la page de Facebook de Clémence Flonis, psychanalyste, vous pouvez voir donc c'est la possibilité de vous inscrire au cours qui a lieu le dimanche à 5h de l'après-midi, et si vous n'êtes pas présent, vous recevrez la vidéo avec un lien pour pouvoir la voir en différé. On continue mardi prochain, 21h, avec un nouveau sujet de psychanalyse pour tous. Merci de votre participation. Donc, continuez à participer en partageant sur vos réseaux et on continue mardi prochain à la même heure. Merci Virginie, Poisson Bleu, Siam, c'est passionnant comme d'habitude. Michel, bonsoir. J'ai pas vu tout le monde, pardon. J'ai dû en laisser passer. Nathalie, bonsoir. Claudette, bonsoir. Bonne soirée, bonne continuation, Sabrina, Claudette et Mélina. Alors, bonne continuation, Nadia, et donc à mardi prochain. Au revoir, bonne fin de soirée, au revoir.